Si j'étais né au XXe siècle, on m'appellerait Sherlock Holmes, Derrick ou Hercule Poirot. Mais mon vrai nom est Jean Demille. Avocat à Toulouse, j'ai l'immense honneur d'avoir été nommé magistrat instructeur par notre bon roi chevalier François Ier. Il m'a chargé d'enseigner la bonne manière de conduire une enquête criminelle à tous les magistrats du royaume. Pour cela, j'ai imaginé en 1541 Praxis Criminis, l'histoire d'un homicide inspiré de cas que j'ai rencontrés dans ma vie d'homme de loi. Pénétré dans cette ténébreuse affaire, guidé par les lumières de la procédure pénale de l'époque. Ensemble, nous allons démasquer les coupables et châtier les assassinateurs avec la plus grande vigueur. 4 hommes sont massacrés en pleine rue à coups de pique et d'épée. Le carnage laisse 3 cadavres sur le pavé, un seul survivant, gravement mutilé. Les assassinateurs prennent la fuite. Qui sont-ils? Quel est leur mobile? Mystère. De la fenêtre de leur appartement, 2 Parisiens ont assisté au drame. Un médecin, assisté d'un chirurgien légiste, expertise les corps. Le premier homme a reçu un coup qui lui a fendu le crâne jusqu'à la cervelle. Un autre lui a perforé le cœur. 2 hommes ont été égorgés puis éventrés comme de vulgaires cochons. La 4e victime souffre d'une plaie béante à la tête. Sa main gauche est sectionnée. Les 2 témoins convoqués devant le juge instructeur sont formels. Ils connaissent certains des agresseurs. De mauvaises gens qui ont commis plusieurs autres meurtres. De nouveaux témoins se présentent au juge. Ils affirment qu'il s'agit d'un traquenard mortel, commandité par un certain Milon. On dînait dans une auberge à côté de Milon. Il était fou de rage, car il venait de perdre un procès. Il criait qu'il allait se venger et que le sang allait couler. Et c'est pas tout. Le soir du meurtre, on a croisé Milon et ses domestiques. Leurs épées étaient dégainées et couvertes de sang. Les scélérats seront punis par le glaive justicier de notre bon roi François Ier. Les suspects sont arrêtés par surprise et menés en prison. Le plus fourbe d'entre eux réussit à s'enfuir. Conformément aux dispositions de l'ordonnance de Villers-Cotterêts, les prévenus sont interrogés par le juge instructeur, pieds et poings liés, sans avocat. Devant le juge, le suspect est confronté au témoin qui confirme sa déposition. Le juge instructeur explique aux prévenus que ses aveux seront extorqués par modulation de la douleur, car la fragile vérité dépend de la souffrance infligée. Pour obtenir des aveux, le tourmenteur du roi fait ingurgiter 10 litres d'eau au suspect. Afin d'accélérer sa confession, on met son corps en extension. Il est nôtre, il fait son œuvre comme les autres. Cet accusé refuse d'avouer. Mais pour combien de temps? Ses jambes sont comprimées par 4 planches en bois. En frappant à coups de marteau entre les 2 planches centrales, l'étau se resserre. Lâchez-moi, c'est pas moi, j'ai rien fait. L'homicide en guet-apens prémédité étant avéré, la cour prononce la sentence. Décapitation pour le sieur Milon. Pendaison pour 4 de ses domestiques. Le bourreau les achèvera à coups de genoux dans l'estomac.
Le fugitif est jugé par contumace. En son absence, on pend son effigie en place publique. C'est symbolique, mais c'est pratique. Approchez, braves gens! Le spectacle de la justice va commencer. Face à de tels châtiments, qui oserait encore commettre un crime? Le théâtre de la cruauté, quand il est juridique, est très pédagogique. Qu'en pensez-vous? Diantre! Dans la foule, un abo en guenilles vient de couper la bourse d'un honnête spectateur. L'exemplarité de la punition aurait-elle ses limites? À vous d'en juger.